le sujet de l'Algérie est en plein mouvement en ce moment entre les initiatives du pouvoir et le retour du Irak dans la rue hier dans la capitale et dans d'autres villes les jours précédents. Donc, on est dans un sujet qui est en pleine dynamique et je pense que cette discussion va être très intéressante pour en éclairer tous les aspects, à la fois la dimension politique, la dimension économique qui est aussi importante et le regard de l'Europe sur ces événements. Mais nous allons commencer avec, et je vais vous présenter les intervenants qui sont déjà connectés, à commencer par Louise Adri Saïd Hamadouche, qui est politologue, professeur à l'Université d'Alger et qui est membre du comité de rédaction de l'Année du Maghreb, qui nous apportera un éclairage précieux d'Alger. Donc, je vais peut-être commencer par vous, Louisa. Je disais, la situation s'est remise en mouvement entre l'initiative du pouvoir, ces élections législatives annoncées, la libération d'un certain nombre de militants du Hirak au cours des derniers jours, et puis de l'autre côté, cette manifestation hier qui était une sorte de retour dans la rue, qui n'était pas gagné d'avance, puisque ça fait plusieurs mois que le Covid a freiné ou en tout cas empêché l'expression populaire dans la rue. Donc, comment décrirez-vous ce moment? Où en est-on en fait dans ce mouvement qui, depuis 2 ans, ne cesse de surprendre l'Algérie, mais surtout le monde qui regarde de loin? En fait, si je devais prendre une image, j'essaierais d'en utiliser deux. Je verrais d'une part deux droites parallèles qui jamais ne se rencontrent et en même temps une espèce de carrefour. C'est très paradoxal, mais la situation de l'Algérie est aussi très paradoxale. Donc, les deux droites parallèles, pour moi, ce serait ce que vous avez évoqué tout de suite, ce sont les différentes initiatives prises par les autorités politiques depuis 1 an et demi à peu près, face à ce qui se passe au niveau du soulèvement populaire. Alors, nous avons d'un côté un cheminement, un processus politique dont le but est de normaliser la situation. Et quand je dis normaliser, de la rétablir ou de la ramener à la situation hantée, c'est-à-dire avant le 22 février 2019, avec un processus électoral, une élection présidentielle, une révision de la Constitution par référendum, une élection législative qui interviendra dans les mois à venir. Donc, une espèce de processus de normalisation qui est tracé par les autorités politiques. Et d'autre part, donc la deuxième droite parallèle, c'est ce qu'on observe sur le terrain, à savoir une crise de confiance qui se maintient et qui s'aggrave, une crise de défiance, parce qu'en plus de la méfiance, il y a aussi une réaction de défiance, la non-participation aux élections, au référendum, le fait que les ministres n'arrivent même pas à faire des visites de terrain. Il y a une vraie crise de défiance à ce niveau-là. Et puis, le carrefour, je dirais que il est au niveau de ce à quoi sont arrivés les deux protagonistes essentiels pour schématiser. Donc, le pouvoir politique en place d'une part et le soulèvement populaire d'autre part. Le pouvoir politique est à un carrefour parce que toutes les initiatives qu'il a lancées jusqu'à présent butent irrémédiablement sur l'impossibilité de les mettre en œuvre de la façon qu'ils le souhaitent, donc on l'a vu pour le référendum par exemple, à l'incapacité de capter suffisamment de soutien pour qu'elles puissent être mises en œuvre comme ils le souhaitent. Et on le voit, on l'a vu à travers le référendum qui n'a pas pu mobiliser des acteurs politiques importants dans la société, et on le voit ces derniers jours aussi, on le verra certainement aussi au niveau des législatives. L'autre carrefour, celui dans lequel se place aujourd'hui le soulèvement populaire, c'est que il a effectivement interrompu l'action essentielle, la plus visible, la plus spectaculaire du soulèvement populaire, à savoir les manifestations de rue, il y a déjà un peu plus d'1 an. Et durant cette année a servi en fait comme une sorte de bilan d'étape, de voir en quoi les manifestations sont utiles
et en quoi elles ne peuvent pas être utiles. Et je pense que ce carrefour, il est là. Aujourd'hui, après les manifestations d'hier, il me semble important de poser les choses et de voir et de ne pas en fait rentrer dans un schéma de répétition, car même si les manifestations reprennent, la même problématique demeurera tout aussi importante et tout aussi lourde. Que faire en parallèle des manifestations? Comment parvenir à construire une alternative politique qui soit une mobilisatrice du soulèvement populaire et deux, suffisamment crédible pour constituer un rapport de force qui oblige ou qui pousse les pouvoirs politiques à faire les concessions nécessaires. Merci. Mais si on prend chaque acteur séparément, en commençant par le pouvoir, il y a cette phrase qu'on entend souvent, on est passé d'un peuple sans président à un président sans peuple, qui est à la fois drôle et assez représentatif du changement entre Bouteflika et Tebboune d'une certaine manière et la nouvelle donne. Mais une fois qu'on a dit ça, le pouvoir est toujours là, il est capable de prendre des initiatives et même si effectivement personne ne vient voter ou si il est empêché d'agir, il est toujours là. Alors, quelles sont les alternatives qui s'offrent à lui? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut continuer dans cette action en roue libre, d'une certaine manière, sans prise réelle sur le pays? En fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de répéter ce qu'il a toujours fait, et il faut le reconnaître avec une certaine efficacité jusqu'à récemment. Ce qu'il a toujours fait, c'est quoi? Jusqu'à présent, le pouvoir politique avait toujours maintenu sa stabilité et sa cohérence à travers un certain nombre d'instruments que sont la cooptation et la clientélisation, en ayant recours à la redistribution de la rente. Et cette clientélisation a toujours permis, jusqu'à, on va dire, le 4e mandat, de créer une sorte d'élite bunker qui soit non seulement protectrice du noyau du pouvoir politique, mais qui servent également à capitaliser, à coopter, à réaliser une certaine homogénéité au sein du premier cercle, mais surtout du deuxième et du troisième cercle, ce qui était très important. L'alliance présidentielle, par exemple, constituée de partis politiques conservateurs, islamistes et de partis politiques dits progressistes, jouait ce type de rôle. La société civile, qui avait été aussi extrêmement mise sous contrôle par différents moyens, servait aussi, était utilisée également dans cette logique-là. L'autorité actuelle essaie de reproduire ces mêmes instruments, mais avec beaucoup moins d'efficacité et avec beaucoup moins de moyens. Alors, les moyens, il y en a beaucoup moins, évidemment, parce que la situation financière du pays ne permet plus une politique de redistribution aussi large que le faisait le président déchu à son époque. L'autre obstacle à cette politique, c'est que les incohérences qui apparaissent aujourd'hui de plus en plus fortes, enfin, quand je dis aujourd'hui, on va dire qu'elles ont commencé avec le 4e mandat, mais qu'elles ont littéralement explosé à la veille du 5e mandat et depuis 2 ans. Ces incohérences internes aujourd'hui, elles constituent l'un des éléments les plus problématiques de la crise politique actuelle. En fait, le pouvoir politique algérien n'est plus capable de maintenir un minimum de cohésion interne de façon à déployer une stratégie cohérente de mobilisation des acteurs économiques, politiques, partisans et dans la société civile. Les contradictions sont telles qu'on a l'impression souvent qu'il n'y a pas eu un centre de prise de décision, mais plusieurs. Les incohérences sont telles que le chef de l'État considère que son gouvernement n'est pas à la hauteur. Il considère que les préfets ne suivent pas ses recommandations. Elles sont tellement importantes aujourd'hui que
le médiateur de la République lui-même considère qu'au sein même du pouvoir politique, il existe des forces contraires qui empêchent le programme du gouvernement d'aller de l'avant. Et on peut aller beaucoup plus loin dans ces contradictions qui sont de plus en plus apparentes. Il y a les arrestations, il y a les condamnations au sein de la haute hiérarchie politique, de la haute hiérarchie militaire. Il y a aussi le fait que, et ça, il me semble être un point très important, c'est que de tout temps, le pouvoir politique algérien avait toujours veillé à ce que la façade civile soit suffisamment forte pour ne jamais donner l'impression que c'était l'institution militaire qui dirigeait le pays. Or, depuis avril 2019, donc au temps de l'ancien chef d'état-major, et le pouvoir politique avait tenté de remédier à cette situation de pouvoir militaire devenu apparent à travers l'élection présidentielle, mais ce retour vers la normalité n'a pas pu avoir lieu, et aujourd'hui, on a un président faible et une institution militaire qui ne se cache plus derrière le président. Nous avons aujourd'hui des expressions de l'institution militaire telle qu'elle n'avait jamais existé avant 2019. Et donc ça aussi, pour moi, c'est un signe de faiblesse et un signe d'incapacité de revenir à une recomposition qui garantisse la pérennité du système politique algérien. Une dernière question avant de passer aux autres intervenants. Si on prend si on se place maintenant du côté du mouvement, vous avez dit tout à l'heure que faire en parallèle, comment construire une alternative politique crédible. Je crois que vous aviez signé il y a quelques mois le NIDA 22, cet appel, c'était en octobre, le 22 octobre, qui a eu un certain écho en ligne à ce moment-là, mais qu'est-ce que ça a donné? Quels ont été? Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord ce que c'était, puis peut-être dire où vous en êtes, où en est ce mouvement dans la construction d'une alternative politique, puisque c'est quand même la clé depuis le début du Hirak. Absolument. En fait, cette initiative démarre d'un principe assez simple, c'est que les manifestations populaires à elles seules ne peuvent pas constituer un rapport de force suffisamment imposant pour démarrer une transition démocratique. Et donc, je précise que c'est une idée qui avait germé bien avant l'arrêt des manifestations populaires. Donc, c'est une initiative dont la particularité est d'avoir l'ambition de réunir des acteurs de différents courants idéologiques. Parce qu'il existe au sein du Hirak des rassemblements progressistes, des rassemblements, des collectifs progressistes, des collectifs conservateurs, et l'évolution d'un certain discours qui pouvait aller vers une rebipolarisation de la société a suscité des craintes au sein de certains acteurs et donc a motivé l'idée qu'il fallait plutôt penser à un rassemblement ou à une initiative qui soit pluri-idéologique, donc pour enlever toute velléité ou toute perception que ce serait le point de départ d'un parti politique, c'est absolument pas le cas. Et donc, son caractère pluri-idéologique est la meilleure de ces démonstrations. Et donc, c'est une initiative qui est fondée d'abord sur le caractère pluri-idéologique de ces acteurs et deuxièmement, sur l'idée que aucun projet politique, projet au pluriel, politique au pluriel, ne peut être construit dans la société sans la construction d'espaces de débat et de discussion. Et donc, NIDA 22 s'est lancé dans ce projet un peu ambitieux, qui est de créer des espaces de débat et de discussion au niveau des wilayets, mais également, et tout s'est fait évidemment sur les réseaux sociaux parce que Covid oblige et parce que la répression aussi a été extrêmement dissuasive et extrêmement féroce. Donc, à travers les réseaux sociaux, NIDA 22 a organisé des rencontres de débat et des rencontres thématiques, tant au niveau des wilayas qu'au niveau, qu'au niveau régional, dans le but, de mettre en réseau les hirakis des différentes wilayets, parce que
Si dans les grandes villes, la communication est sans doute plus facile, dans les wilayas dans les districts plus reculés où le soulèvement populaire a mobilisé moins de monde, eh ben on s'est rendu compte que les militants, que les hirakistes, surtout après la fin des manifestations, l'interruption des manifestations, s'étaient retrouvés extrêmement isolés. Et donc, cette mise en réseau à travers les réseaux sociaux leur a permis de sortir de leur isolement et de voir qu'il y avait d'autres gens qui pensaient de la même façon qu'eux. Le but de cette démarche, donc le but de Nida 22 à court terme, c'est de mettre en réseau les gens, de les hirakistes, afin de parvenir à une conférence qui rassemble l'ensemble des militants, des participants au soulèvement populaire autour d'un projet politique dont les grandes lignes sont aujourd'hui en construction à travers plusieurs conférences thématiques que Nida 22 mène. Mais à l'échelle à moyen et long terme, en fait, Nida 22 a pour ambition de permettre ou de soutenir ou d'aider à l'émergence de la classe politique de demain. En fait, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que si le soulèvement populaire n'a pas encore réussi à déboucher sur des structurations ou sur des projets politiques plus aboutis, c'est parce qu'il y a aujourd'hui une véritable rupture entre l'opinion publique, la société, donc, et y compris le Hirak, et la classe politique traditionnelle. Et nous pensons que l'une des clés de ce changement, c'est de faire en sorte que ce qui arrive depuis 2019 soit une espèce de berceau à l'émergence des acteurs politiques, des partis politiques, de la société civile, des associations de demain. Et la différence essentielle que nous voyons entre cette socialisation politique aujourd'hui et la socialisation politique qui a permis l'émergence des partis politiques traditionnels depuis 89, c'est précisément ce contexte très très différent, le contexte politique permis par le Hirak est complètement différent du contexte politique des années 80 et des années 90 qui ont permis l'émergence des partis politiques d'aujourd'hui. Nous pensons que le pluralisme du Hirak, son caractère pacifique, son caractère populaire peut permettre l'émergence d'acteurs politiques qui ne soient pas prisonniers des schémas, des bipolarisations, des limites que le militantisme au temps du parti unique ont imposées et des limites des schémas de la bipolarisation imposés par les années 90. C'est l'objectif de Nida 22 à moyen et long terme. Sur cette question du Hirak et de l'influence ou de l'ingérence étrangère. C'est vrai que j'aurais dû retirer la caméra. C'est l'un des gros paradoxes et des grosses problématiques du soulèvement populaire, effectivement. Il faut comprendre que l'Algérien a une socialisation politique, une culture politique extrêmement impactée par la guerre de libération, extrêmement impactée par l'idée que les Algériens se font d'eux-mêmes. Et l'évolution de l'Algérie ces dernières années, des années 90 jusqu'à maintenant, a plutôt focalisé une sorte d'altérité négative avec l'extérieur. Ce qui a tendance à conforter cette idée effectivement que le Hirak ne veut pas d'ingérence, c'est donc cet aspect-là, l'histoire de l'Algérie, mais un autre aspect qui me paraît beaucoup plus factuel et beaucoup plus d'actualité, c'est que aux yeux de la plupart des Algériens et notamment des hirakistes, l'environnement extérieur est extrêmement hostile au soulèvement populaire. Isabelle expliquait une incompréhension, des doutes, une incertitude, une incapacité à comprendre ce qui se passe, qui est tout à fait légitime parce que effectivement, le soulèvement populaire posait beaucoup de questions, y compris pour nous, y compris pour les Algériens. Mais ce qui ressort
des positions de la communauté internationale et notamment européenne, qui est la plus proche de l'Algérie, c'est qu'il y a eu soit un silence embarrassant, soit des déclarations hostiles au Hirak. Et en fait, pas hostiles au Hirak de façon directe, mais des déclarations de soutien direct au pouvoir politique en place. Et c'est ce qui fait en fait que pour beaucoup d'Algériens, la communauté internationale est soit hostile aux intérêts de l'État, soit favorable aux intérêts du régime. Et donc, elle a du mal à voir dans des prises de position favorables, comme la résolution du Parlement, les résolutions du Parlement européen, par exemple, des signes de soutien, j'allais dire sincères. Ceci étant, je voudrais quand même nuancer mon propos en disant que Isabelle parlait de Khaled. On pourrait parler aussi du cas de Walid Naqish, un détenu qui affirme avoir subi des tortures lors de sa détention. Il y a clairement une tendance aujourd'hui qui considère que, en fait, qui part d'un constat, un constat indiscutable, c'est qu'aucune transition démocratique dans le monde n'a réussi sans le soutien extérieur. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, le soutien extérieur à la transition démocratique algérienne n'existe pas. Par contre, ce qui se passe comme violation des droits de l'homme, comme le cas de Naqish ou comme le cas des détentions dont ont été victimes Khaled Rani, par exemple, le soutien, les pressions exercées au niveau extérieur ont fait beaucoup de bien dans la façon dont ont été résolues, notamment la libération de certains détenus. Donc, je pense qu'il y a une évolution naturelle vers une distinction délicate mais possible entre cette ingérence qui est en fait une ingérence favorable au pouvoir politique en place et les pressions qui peuvent être exercées de façon intelligente face à des exactions ou à des violations des droits de l'homme comme on en a observé aujourd'hui. Personne n'a contesté le soutien à Khaled Drani, par exemple. Donc, je pense que c'est une évolution naturelle. Les réseaux sociaux contribuent à cette évolution. L'ouverture des Algériens vers le monde contribue à cette évolution. Il y a donc naturellement un passage d'un refus dogmatique à toute intervention étrangère, toute ingérence étrangère qui est parfaitement compréhensible, à une compréhension plus nuancée et plus intelligente de ce que la communauté internationale peut faire pour une véritable démocratisation de l'Algérie aujourd'hui. Révolutionnaire ou conservateur, je dirais clairement que le Hirak n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est absolument pas conservateur. Alors, je ne vois vraiment pas où serait le conservatisme dans le Hirak. Mais par contre, il n'est pas non plus révolutionnaire. Amel a essayé d'expliquer cet aspect-là. Si le Hirak était une révolution, les manifestations n'auraient pas eu lieu 1 ou 2 fois par semaine, elles auraient eu lieu tous les jours, un peu comme au Soudan, avec des appels à la désobéissance civile, avec des grèves générales, avec même des possibilités de radicalisation, c'est-à-dire de dépacification du Hirak, parce que dans un processus révolutionnaire, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. Et effectivement, je suis d'accord pour dire que nous ne sommes pas dans un processus révolutionnaire. Et là, je ne vais pas me faire des amis au sein des militants du Hirak. Je crois que le Hirak est en fait, le fait d'avoir choisi le processus pacifique, un processus pacifique, mais place ce soulèvement populaire dans une logique de réforme profonde. Et effectivement, ce n'est pas une rupture au sens où on enlève, on casse tout, on détruit tout pour construire quelque chose à zéro. C'est plutôt une logique et ça c'est la logique du pacifisme. On ne peut pas faire autrement. Quand on est dans une logique pacifique, on ne peut pas faire autrement que d'avoir des revendications de changements profonds, mais des changements progressifs. Et c'est en fait le cœur même, et c'est aussi le paradoxe même de ce soulèvement populaire, parce que clairement, rien ne laissait présager l'émergence d'un mouvement tel que celui-ci, avec d'une part
des revendications de changement politique radical. Là, on est dans la radicalité du changement politique, c'est-à-dire que le Hirak ne veut pas d'élection ni présidentielle ni législative qui garantissent la pérennité du statu quo. Donc, on est dans une logique radicale à ce niveau-là, mais on est aussi dans une logique radicale dans le sens où le Hirak veut la préservation des institutions, le Hirak veut la préservation de l'unité nationale, le Hirak ne veut pas d'ingérence étrangère, le Hirak veut perpétuer, préserver l'acquis, et ce sont des acquis chèrement acquis, j'allais dire, désolé. Et donc oui, tout le paradoxe, en fait, il est là. L'ambition est très grande, mais avec le minimum de sacrifices possible. Les Algériens continuent à aller travailler, ils continuent à aller travailler en même temps qu'ils allaient manifester le vendredi, en préservant les acquis sociaux. Oui, effectivement, les Algériens ne veulent pas remettre en cause leur pouvoir d'achat, l'État providence, la redistribution de la rente. Oui, c'est tout à fait clair, et c'est d'ailleurs l'un des enjeux de la transition au sein de ceux qui pensent la transition. Akram disait, il n'y a pas de référence aux expériences internationales. Il y en a quand même quelques-unes dans énormément de débats qui se sont multipliés pendant la crise sanitaire. Et ça, c'est vraiment l'une des choses très positives de l'arrêt des manifestations. L'arrêt des manifestations a obligé le Hirak à trouver d'autres moyens d'expression. Et évidemment, on ne parle pas dans une manifestation populaire comme on débat sur des réseaux sociaux, dans le cadre de webinaires ou de rencontres sur Zoom, etc. Et donc, on a vu pendant cette année énormément de débats, notamment de comparaisons avec des situations de transition internationales, que ce soit en Europe ou en Amérique latine. L'Espagne et le Portugal ont énormément été évoqués, notamment le Portugal en raison de du rôle de l'institution militaire. La même chose pour l'Amérique latine. Des comparaisons d'ordre culturel, on a beaucoup parlé de la Tunisie. Donc, il y a des extrapolations ou des tentatives de voir ce qui a été fait à l'extérieur et de la façon dont ça peut être fait à l'intérieur, mais le fil conducteur de tout cela, c'est effectivement la nécessité de faire, en termes de réforme, de faire plus que ce qui a été fait en 89 et 90, et surtout d'empêcher que le processus entamé en 89-90 ne se reproduise aujourd'hui. Il y a une vraie volonté de surtout ne pas aller sur un chemin ou sur un processus qui aboutisse à l'auto-reproduction du régime, ce qui a été le cas en 89 et 90. C'est là l'aspect radical, l'aspect révolutionnaire, mais effectivement, nous ne sommes pas dans une révolution, mais par contre, on est vraiment pas dans un conservatisme ou dans un néoconservatisme, néo-FLN. Vraiment pas. Je vois vraiment pas cette idée-là dans le Hirak. Mais il y a une question qui m'intriguait en 2019 et une partie de 2020, c'était le parallèle avec le Soudan, qui a souvent été fait. Et est-ce que le scénario soudanais, c'est-à-dire une représentation du mouvement qui négocie avec l'establishment militaire une période de transition et donc une cohabitation pendant cette période, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable et qui est possible en Algérie, ou est-ce que c'est aux antipodes de ce que vous avez en tête, je pense Louisa ou Amel, je ne sais pas, ou... Je vais rebondir sur ce que disait Hasni et qui est en complémentarité avec votre question. Oui, le soulèvement populaire, c'est d'engager dans une voie pacifique qui implique à un moment ou à un autre des négociations. Effectivement, Hasni disait il y a un problème d'interlocuteur. Si on sait à peu près, et ce n'est pas certain, quels seraient les interlocuteurs du côté du pouvoir politique, qui sont-ils du côté du soulèvement populaire?
j'ai longtemps cru qu'effectivement la solution était à ce niveau-là, à savoir créer les conditions d'une négociation indispensable. Avec l'évolution de la situation, j'ai tendance à considérer que cette option n'est pas forcément la seule possible. Et que, d'une part, et d'autre part, que la question de l'identification des interlocuteurs du côté du soulèvement populaire est devenue plus un prétexte de statu quo qu'une véritable cause de frein. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il n'existe pas de projet politique structuré au niveau du soulèvement populaire, et je pense qu'il n'y en aura pas, et il n'est pas non plus dans la fonction du Hirak de produire un projet politique. Le Hirak est pluraliste, il produira, lorsque les choses seront stabilisées, des projets politiques et non pas un projet politique. Par contre, il y a clairement des paramètres qui sont devenus une constante depuis février 2019. Et ce sont, à mon avis, les éléments constitutifs d'une transition soit négociée, c'est-à-dire avec deux partenaires à armes égales quasiment, équilibrés en termes de rapport de force, soit une transition par le haut, mais qui ne soit pas une transition d'autoreproduction, qui soit une transition par le haut à l'espagnol ou sur le modèle brésilien. C'est-à-dire qu'effectivement, une transition qui soit amorcée à travers des mesures d'ouverture véritables, décidées par le pouvoir politique, et qui conduit petit à petit à une ouverture jusqu'à ce qu'elle débouche sur un changement politique et une alternance politique réelle, consolidée par la suite à travers un certain nombre d'élections qui ne soient pas du formalisme électoral, mais qui soient un certain nombre d'élections qui consolident l'alternance politique. Pourquoi je dis que ce n'est pas forcément des négociations qui conduiront à ça? D'abord parce que dans le contexte algérien, l'émergence de leaders est freinée par des raisons objectives et des raisons subjectives. Les raisons objectives, parce qu'elles sont les plus simples à expliquer, il y a un contexte répressif extrêmement décourageant, extrêmement dissuasif, et on l'a vu, presque, enfin en tout cas un grand nombre de leaders potentiels du Hirak ont été emprisonnés. Pour rien, parce que finalement, ils ont été libérés, ils sont devenus des héros aux yeux de l'opinion publique, et donc leur aura est encore plus grande qu'avant leur emprisonnement. Mais le fait est que cet élément objectif, c'est-à-dire le contexte répressif, est consolidé par l'élément subjectif qui, pour faire court, ce serait vraiment compliqué à expliquer dans tous les détails, mais en fait, la crise de confiance et la crise de défiance dont je parlais tout à l'heure entre gouvernants et gouvernés, elle existe aussi entre l'opinion publique et la société civile, les partis politiques et donc l'ensemble des acteurs qui pourraient devenir les négociateurs de demain. Cette défiance, elle n'est pas née d'aujourd'hui, elle est le résultat logique d'un certain nombre de phases, d'étapes, 88, 80, 2001, autant d'étapes, autant de tournants politiques importants qui se sont tous terminés par la cooptation des leaders principaux de ces étapes. Et donc, les Algériens aujourd'hui n'ont qu'une chose en tête, enfin, en tout cas un grand nombre, excusez-moi, parfois je généralise, mais je vais essayer de ne pas tomber dans ce travers. Il y a une tendance lourde au sein du Hirak qui, à mon avis, régresse avec le temps, mais qui consistait à dire que l'émergence d'un quelconque représentant, d'une quelconque représentation allait faciliter la cooptation, la division et la neutralisation du Hirak. D'où un phénomène d'allergie quasi épidermique face à l'émergence de ces leaders. Je crois que ce sentiment fait de rationalité et d'irrationalité est en régression, même s'il existe encore aujourd'hui. Il est en régression parce que
vous parliez tout à l'heure du modèle soudanais et d'autres modèles aussi, où l'existence d'acteurs politiques organisés ont grandement facilité les mobilisations, la montée en pression, les actions collectives type grève générale et l'absence de ces acteurs-là aujourd'hui. Tout à l'heure, Amel parlait des syndicats autonomes. Ils étaient présents au début du Hirak, mais ils ont complètement disparu de la scène hirakiste, entre guillemets, depuis novembre 2019, donc avant l'élection présidentielle. Ils ont complètement disparu. Et en fait, ce vide laissé par les acteurs politiques organisés, c'est l'une des vulnérabilités, pour répondre à la question de Hasni, l'une des vulnérabilités de ce soulèvement populaire. Ce qui émerge aujourd'hui, en tout cas les leçons apprises pendant les manifestations et après, tendent à aller vers autre chose. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est les prémices de forces politiques à venir, tant au niveau des conservateurs, où on observe aujourd'hui des courants qui commencent à s'organiser dans le camp conservateur, mais également dans le camp progressiste, et ça peut être l'embryon, voilà, c'est le mot que je cherchais, l'embryon d'acteurs politiques et sociaux de demain. Je voudrais dire autre chose. Je crois que et ça, c'est une position sur laquelle j'ai évolué avec le temps. J'étais pour ma part persuadée que la transition la plus réaliste en Algérie, ce serait une transition pactée. Je me dis que la vitesse d'évolution et de l'émergence d'acteurs organisés est plus lente que la vitesse de désagrégation, de division, d'incohérence du pouvoir politique. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, je commence à être un peu fatiguée, mais en tout cas, si la tendance se confirme, c'est-à-dire que si l'incohérence du pouvoir politique se confirme au fil du temps, j'aurais plutôt tendance à penser que ce qui arrivera, c'est plutôt une transition vers le haut, à l'espagnole ou à la brésilienne. C'est-à-dire que c'est face à ses propres contradictions internes que le pouvoir va céder des espaces, va céder des territoires qui seront progressivement utilisés dans une transition démocratique. Alors, on va peut-être passer aux questions. Il y a déjà une première question qui a été remise par écrit. L'histoire de la guerre d'Algérie n'est pas encore tout à fait écrite. Pensez-vous que la nouvelle génération d'écrivains pourrait écrire sur cette révolution du sourire, ou faut-il d'abord parler du passé avant d'ouvrir la page d'avenir? Toujours cette question de l'aller-retour entre le passé et le présent en Algérie. Qui se sent de répondre, d'aborder cette question? Allez, Louisa, tu as une légitimité historique. Comment ça? Non, tu es sur place, voilà. Non, je ne crois pas qu'il faille écrire le passé avant d'écrire le présent. Hein. On peut très très bien, on est suffisamment outillés et suffisamment nombreux pour pouvoir faire les deux en même temps. Par rapport au passé, l'une des surprises du soulèvement populaire, c'est la façon dont l'histoire est revenue, mais dans une actualité incroyable. Jamais j'aurais imaginé que les Algériens qui ont une vingtaine d'années aient recours à la réactualisation des figures historiques de la guerre de libération avec autant d'enthousiasme et avec autant de cœur. Je voudrais rappeler que durant l'année de manifestations hebdomadaires et bi-hebdomadaires, aucune date n'a été ratée pour célébrer la naissance ou le décès ou la mémoire d'un martyr ou d'un grand combattant, le dernier étant Lakhdar Bolgha, décédé récemment. Donc le soulèvement populaire a permis de, je ne vais pas dire dépolitiser l'histoire, puisque non, elle est revenue au cœur de la politique, mais elle a permis à la nouvelle génération de se réapproprier l'histoire et de la sortir du monopole
du pouvoir politique, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Et je voudrais dire un mot par rapport au questionnement d'Isabelle sur la dimension économique. C'est effectivement, en plus de la dépolitisation de l'institution militaire, les questions économiques, elles sont centrales et elles commencent aujourd'hui à faire l'objet de débats, notamment dans NIDA 22, et Nabni y est pour beaucoup, parce que nous sommes convaincus en fait que la transition, et on l'espère démocratique, devra passer par la déconstruction de l'économie rentière, et cette déconstruction, elle aura des conséquences négatives pour les réseaux de clients, pour des réseaux qui sont devenus prédateurs ces 10 et 15 dernières années, mais elle sera aussi extrêmement douloureuse pour la population en général. Et on le voit, la crise actuelle, la crise financière actuelle a déjà des répercussions sur le pouvoir d'achat et sur la paupérisation d'une partie de la société. Mais déconstruire le système économique mis en place depuis des décennies aura pour le coup un impact beaucoup plus important que ce qu'on observe aujourd'hui en Tunisie. Et l'un des débats aujourd'hui à alimenter, c'est de préparer la population à l'idée suivante, c'est que la transition démocratique aura un coût économique et que l'État-providence qui louait, comme disait Hasni, la paix sociale, demain, elle n'existera plus. Un système démocratique ne pourra pas être fondé sur la redistribution de la rente, ne pourra plus être fondé sur l'idée de la non-redevabilité, sur de la redistribution opaque, sur l'idée que les contrats puissent être cédés de gré à gré. Et donc, il y a vraiment un enjeu extrêmement important et à mon avis, un débat qui doit être mis aujourd'hui au devant de la scène, parce que les Algériens dans le Hirak réclament plus de justice sociale, mais tout le monde n'est pas conscient que l'État-providence, l'État bouteflикien, la notion de location de la paix sociale contribuait aussi à garder de très larges franges de la société à l'abri de la paupérisation. Un changement politique aura aussi des conséquences économiques et ces conséquences, il faut les préparer, les adoucir, si je peux dire ça comme ça, dès aujourd'hui. Il y a une question à laquelle Kader a fait allusion qui est intéressante. C'est comment voyez-vous l'apport de la diaspora algérienne à l'étranger sur le Hirak et sa place dans la future Algérie démocratique? Je rajoute que moi, j'habite à côté de la place de la République et que pendant tout 2019, tous les dimanches, il y avait des centaines d'Algériens qui se réunissaient pour soutenir le Hirak et discuter pendant des heures de tous les détails. Donc, il y a quand même eu une mobilisation et une effervescence aussi au sein de la diaspora qui n'est peut-être pas assez prise en compte là-bas. Qui veut répondre? Non, pas du tout, pas du tout. Elle est plus que prise en compte. La diaspora joue un rôle mais essentiel. D'ailleurs, la plupart des collectifs qui sont nés avec le Hirak ont intégré des éléments de l'intérieur comme de l'extérieur. Il n'y a quasiment aucune déclaration ou aucun communiqué de collectif né du Hirak qui ne lie pas le Hirak de l'intérieur au Hirak de l'extérieur. Il y a à ce niveau-là une réconciliation merveilleuse, j'ose le mot, entre les Algériens d'Algérie et les Algériens d'ailleurs. Par contre, il y a clairement des différences. L'une des différences que j'ai observées, c'est que, et ce sont à mon avis des différences totalement naturelles parce que les Algériens de la diaspora ne vivent pas dans le même contexte, ne vivent pas dans le même environnement et ils ont parfois une vision ou une perception avec un petit décalage de ce qui se passe en Algérie. Par exemple, l'un des décalages qui me paraît le plus significatif,
il est d'ordre idéologique. Tout à l'heure, Isabelle parlait, même Amel parlait du courant islamiste et des peurs des Européens vis-à-vis de l'islamisme. Cet enjeu est beaucoup plus présent au sein de la diaspora algérienne que dans le Hirak de l'intérieur. La bipolarisation qu'on a observée, vous parliez de la place de la République, ou ailleurs, un peu moins, de toute façon, c'est très présent au niveau de la France, beaucoup moins ailleurs, mais cette bipolarisation, cette méfiance entre conservateurs et progressistes est beaucoup plus importante dans la diaspora qu'elle ne l'est en Algérie. Et parfois, les débats, parce que tout est sur les réseaux sociaux, donc il n'y a aucun filtre entre les débats en Algérie et les débats à l'extérieur, cette bipolarisation c'est parfois invité dans les débats au niveau du Hirak algérien et avec un réel déphasage. Même si ces derniers mois, il est possible que cette préoccupation, donc d'ordre idéologique, se soit aussi installée au sein des débats du Hirak de l'intérieur. Mais en gros, en tout cas, le bénéfice de la mobilisation des Algériens de la diaspora est infiniment plus importante que les inconvénients potentiels et elle est reconnue au sein du Hirak en Algérie. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Et tout ce que fait la diaspora est suivi de très très près à l'intérieur. Tant ce qui s'est passé, par exemple, lors de l'élection présidentielle que lors du référendum et lors des mobilisations qui étaient possibles, les mobilisations populaires qui étaient possibles à l'étranger, qui ne l'étaient plus en Algérie. Sur l'émergence de personnalités au sein du Hirak et le fait que des personnalités prennent aujourd'hui une responsabilité avec le recul et la crédibilité qu'elles ont acquise au sein du mouvement. C'est effectivement une question complexe. Elle est complexe et je comprends qu'on puisse s'interroger sur cette difficulté de voir non pas émerger des figures emblématiques du Hirak, parce qu'elles sont là, mais voir ces figures-là assumer ce rôle. C'est là que le bas blesse, en fait, si je peux dire ça comme ça. Il y a clairement alors je dirais, deux types de figures importantes dans le Hirak. Il y a des personnalités qui étaient connues bien avant le Hirak, qui ont un parcours de militants. Ce sont des avocats, ce sont des journalistes, ce sont des militants des droits de l'homme, ce sont d'anciens membres de partis politiques, des universitaires aussi. Et donc, ce sont des gens qui avaient déjà une certaine notoriété avant le Hirak et qui continuent d'une façon ou d'une autre d'animer le soulèvement populaire par leur présence dans les manifestations, par les lives qu'ils diffusent, par leur participation dans des débats ou dans des initiatives. Et effectivement, ils sont considérés comme des figures incontournables. Sauf que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ne font pas consensus. C'est-à-dire que chaque personne aura des adeptes, aura des partisans, mais en même temps aussi des gens qui diront ou qui trouveront des choses à redire face à cette personne. Donc, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de Gandhi et il n'y a pas de Nelson Mandela dans le Hirak algérien. Et ça peut être considéré comme quelque chose de négatif, mais aussi comme quelque chose de positif. Et ça pour répondre à Kader, on n'est vraiment pas dans la culture FLN pour le coup. Il n'y a pas de zahim au sens plein du terme. Face à cette catégorie de personnes, il y a une autre catégorie qui est plutôt, évidemment, qui est beaucoup plus jeune, qui étaient pour certains présents avant le Hirak, mais qui ont concrètement émergé depuis 2019, qui sont très visibles dans les réseaux sociaux,
qui ont beaucoup d'impact au sein des plus jeunes, qui ont d'ailleurs le langage des plus jeunes, qui ont les codes vestimentaires et langagiers des plus jeunes. Donc, ils ont un public très, très précis. Entre les deux, je ne dirais pas qu'il y a une concurrence, mais il n'y a pas toujours la complémentarité qu'on pourrait souhaiter dans une période historique comme celle-là. Première observation. Deuxième observation, la méfiance qu'ont développée les Algériens à l'égard de tout leadership, quelle que soit sa couleur, continue d'être très impactante. Deuxième point. Le troisième point, c'est qu'au sein même de cette communauté de leaders potentiels, il n'y a pas la cohésion que le Hirak espère. Et je ne sais pas s'il s'agit de compétition de leadership, s'il s'agit de rivalité idéologique, parce qu'ils appartiennent à des courants idéologiques différents, s'il s'agit d'une méfiance quasi épidermique, mais en tout cas, il y a manifestement au sein de cette communauté, je vais l'appeler comme ça pour faciliter les choses, de cette communauté de leaders potentiels, des dissensions importantes. J'en veux pour preuve le fait qu'ils ne se soient pas réunis dans une structure ou dans un comité ad hoc, ni pour appeler à l'arrêt des manifestations quand la crise sanitaire a commencé. Chacun a fait des appels à titre individuel. Et il n'y a pas eu non plus, un an plus tard, d'appel commun à la reprise des manifestations, et c'est pas faute d'avoir essayé. Donc, il y a encore, et je pense que là, pour le coup, je crois que Hasni a complètement raison quand il dit qu'on ne peut pas attendre de 2 ans la production d'une élite, de leaders, de groupes organisés qui a besoin de plusieurs années. Ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tendance, bon ça c'est très personnel, hein, à penser que l'Algérie se dirigera plus facilement vers une transition par le haut qu'une transition négociée. Parce que l'Algérie est manifestement en proie à une crise politique, mais elle est manifestement en proie à une crise des acteurs politiques. Et sans doute, on dépassera plus facilement la crise politique que la crise des acteurs qui auront besoin d'un temps pour se constituer, pour avoir une assise populaire, pour développer un discours politique qui fasse sens et pour construire un projet en fait. On est dans une logique où on a tendance à croire que le Hirak est un, mais en fait non. Le Hirak est un dans sa revendication de changement politique profond et réel, mais le Hirak est complètement pluriel, c'est sa force, mais dans l'étape actuelle, ça peut être aussi une faiblesse qui freine l'émergence d'une proposition qui soit suffisamment consensuelle pour être portée par l'ensemble. Alors, dans le prolongement de cette réponse, il y a une autre question d'Adèle Ouraba qui dit, dans le cas d'un processus de dialogue ou de négociation avec le commandement militaire, quelles sont les garanties nécessaires à lui donner préalablement? Bon, on est dans la politique fiction, mais ce n'est pas inintéressant de réfléchir. Je vais essayer de répondre à cette question puisque Hasni et Kader ne prennent pas le relais. Non, vas-y. D'abord, toi, tu es là. Je rebondis après. D'abord, je voudrais dire que la dépolitisation de l'institution militaire ne pourra pas se faire par un décret ou par une décision ou par une élection. C'est quelque chose qui prendra du temps pour des raisons sociologiques, des raisons historiques, des raisons anthropologiques et que sais-je encore. Et face à ce fait qui me paraît difficile à surmonter,
je suis plutôt, même si comparaison n'est pas raison, dans une logique assez proche d'un processus chilien ou brésilien. Et donc, j'imagine, bon, pour parler des garanties de la question, j'imagine qu'il sera difficile de faire sans des garanties d'impunité. J'imagine que ce sera difficile. J'imagine qu'il sera difficile de faire sans la préservation de l'institution militaire du monopole d'un certain territoire. Le budget, par exemple. J'imagine que ce sera très difficile du jour au lendemain de considérer que le budget de la défense sera transparent, contrôlé par le Parlement, par la commission de défense ce sera très difficile. Par contre, ce qui sera nécessaire, indubitablement, c'est d'abord le retrait de l'institution militaire du paysage politique apparent. Parce que ce que nous observons depuis 2 ans, c'est quelque chose qui n'existait pas avant le Hirak, c'est que l'institution militaire actuelle n'est pas du tout muette. Et non seulement elle n'est pas muette, mais elle occupe une grande partie du message, du discours politique officiel. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui ne peut pas durer et qui n'est bon ni pour la stabilité de l'État, ni pour une transition démocratique, évidemment, mais qui n'est pas bon pour l'institution militaire elle-même. Parce qu'en fait, elle la révèle au grand jour et elle révèle ses incohérences, elle révèle ses erreurs, elle révèle ses contradictions et donc tout cela ne fait pas bonne impression. L'autre élément aussi qui pour moi, devra être accepté, c'est que l'institution militaire ne pourra plus être la faiseuse de présidents seuls. C'est-à-dire que jusqu'à présent, aucun président n'a été élu sans qu'il n'ait la bénédiction ou le feu vert ou la désignation, ces derniers temps c'était plutôt une désignation, de l'institution militaire. Je pense qu'à l'avenir, ce ne sera plus possible. Que Akram, tout à l'heure, soulignait le fait que nous n'avions plus, dans les élections formelles dont parlait Hasni, les scores brejneviens auxquels on avait été habitué. Au risque de paraître trop optimiste, je pense que ce changement de score est un élément vers le recul du rôle de l'institution militaire dans le politique. En continuant sur cette logique-là, le prochain président devrait être le fruit d'un consensus entre l'institution militaire et les acteurs politiques de l'opposition pour aller plus tard vers un président élu et non désigné par l'institution militaire. C'est comme ça que, en étant un tout petit peu optimiste, je vois l'évolution de la situation par rapport à l'institution militaire.